À 15 ans, orphelin, la ferme de son père allait être engloutie. Les anciens du village lui disaient d'abandonner. Mais avec un vieux tracteur Vierzon, ce jeune garçon allait leur donner une leçon de courage paysan qu'ils n'oublieront jamais. L'automne de l'année 1976 s'était abattu sur le Périgord noir avec la brutalité sourde d'une enclume frappant le fer froid. Dans cette vallée encaissée, étouffée par une brume matinale accrochée aux falaises calcaires comme une épaisse toile de deuil, la Vézère ne murmurait plus, elle rugissait. Sur la berge gorgée de limon, d'humus et de feuilles mortes, deux ombres se tenaient parfaitement immobiles, défiant le vent mordant de novembre. Mathis, 15 ans, les poings profondément enfoncés dans les poches d'une veste de velours côtelé usée par le labeur d'un autre, fixait le torrent couleur de rouille. Le vêtement était trop large, pesant sur ses jeunes épaules de tout le poids d'un héritage inattendu. À ses côtés, son frère cadet, Léo, 12 ans, se tenait droit, refusant de laisser paraître le moindre frisson. Entre eux régnait le silence absolu des hommes qui savent que les mots ne changeront rien à la fatalité. Devant eux se dressait le désastre. Il n'y avait plus de chemin. Le vieux pont de chêne massif, un chef-d'œuvre de charpente paysanne qui enjambait la rivière depuis 3 générations, n'était plus qu'un squelette de poutres brisées et d'éclats de bois tordus, arrachés durant la nuit par la colère des eaux crues. De l'autre côté de cet abîme liquide et tumultueux s'étendaient les 40 hectares de la Noiret familiale. C'était un sanctuaire végétal, composé d'arbres vénérables alignés comme des bataillons silencieux de vétérans. Leurs branches ployaient sous la charge d'une récolte exceptionnelle. Les noix du Périgord, cet or brun et charnu qui faisait la fierté de la région, étaient prêtes à tomber. Mais entre les mains calleuses de ces deux garçons et la survie de leur sang, la nature venait de dresser un mur d'eau infranchissable. Derrière eux, adossée avec une fierté farouche au flanc de la colline, la vieille bâtisse de pierre blonde veillait. C'était une maison d'homme. Austère, robuste, bâtie pour résister au siècle, elle était atrocement silencieuse depuis 2 mois. Leur père, un homme taciturne dont la peau ressemblait à l'écorce des chênes qui l'abattaient, s'était éteint à la fin de l'été, foudroyé au milieu de ses outils, sans un cri. Il n'avait laissé aucune dette derrière lui, fier de son indépendance, mais il n'avait laissé aucune fortune en numéraire non plus. Seulement cette terre, ces arbres centenaires, et le devoir sacré, non écrit mais absolu, de perpétuer le domaine. L'équation était d'une cruauté mathématique. Sans cette récolte, la ferme était perdue. Les taxes foncières, inexorables et aveugles, dévoreraient le domaine avant le dégel. Les créanciers ne verraient pas la noblesse de leur sueur ni l'histoire gravée dans les murs de la grange. Ils ne verraient qu'un domaine en faillite tenu par des enfants. Perdre la Noiret ne signifiait pas seulement perdre un revenu. Cela signifiait l'anéantissement d'une lignée, la trahison d'un sol arrosé par la sueur de leur père et de leur grand-père. Léo leva les yeux vers son aîné. Son regard cherchait une direction, un point d'ancrage dans le profil taillé à la serpe de Mathis. Aucun des deux garçons ne pleurait. La terre du Périgord n'avait jamais toléré les larmes, elle n'exigeait que du courage et du labeur. Mathis regarda la rivière furieuse dont les eaux boueuses charriaient des troncs déracinés dans un fracas étourdissant. Le grondement du courant résonnait jusque dans ses os. Ce pont n'était pas un simple assemblage de bois, c'était la veine jugulaire du domaine qui venait d'être tranchée nette. Mathis ferma les yeux une fraction de seconde, aspirant l'air glacé chargé de l'odeur de la vase et des pierres mouillées. Lorsqu'il les rouvrit, il n'y avait plus d'enfance dans son regard. Il y avait la dureté brute de l'acier forgé. La cour de la coopérative agricole de Montignac résonnait du tumulte lourd des moteurs diesel et des voies rocailleuses des anciens. C'était le domaine exclusif des hommes faits, de ceux qui avaient plié la terre à leur volonté par la force de leurs bras. Mathis traversa cette esplanade de gravier le dos droit, ignorant les regards appuyés et les murmures qui s'élevaient sur son passage. Il portait toujours la veste de velours de son père, comme une armure rudimentaire contre le doute des autres. Il poussa la lourde porte en chêne du bureau de la présidence. L'air y était saturé par l'odeur âcre de l'encre sèche, du jute et de la poussière des moissons passées. Derrière un bureau massif trônait M. Thibault. À 60 ans, le président de la coopérative était un colosse aux épaules voûtées par les décennies de labeur, le visage raviné comme les combles escarpés du Périgord. C'était un homme d'autorité, de chiffres et de glaise, dont les sentences étaient écoutées et respectées par tout le canton. Le pont de la ferme a été emporté par les eaux, M. Thibault, déclara Mathis d'une voix droite, refusant de trahir la panique qui lui broyait les entrailles. J'ai besoin d'accéder aux câbles de débardage et aux pontons forestiers de la coopérative pour franchir la Vézère et sauver ma récolte de noix. Le vieil homme cessa d'écrire. Il retira lentement ses lunettes cerclées de fer et planta son regard dans celui du garçon. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le tic-tac monocorde d'une horloge comtoise. J'ai connu ton père avant même que tu ne pousses ton premier cri. Mathis, commença Thibault, la voix grave et sans appel. C'était un travailleur acharné.
Un maître de sa terre. Mais ton père est mort, et la nature se moque bien de votre chagrin. La Vézère est en crue. Elle ne baissera pas avant des semaines. Aucun ponton ne tiendra face à un tel courant sans le génie civil et la force d'une équipe d'hommes robustes. Je trouverai un moyen de les faire tenir. La noix est prête à tomber. Non, petit. Tu ne trouveras rien du tout, trancha le président avec la froideur tranchante de l'expérience. Tu es un garçon de 15 ans. La mécanique lourde et la lutte contre les éléments déchaînés, ce n'est pas un jeu pour les enfants. Ta récolte va pourrir sous les arbres, et l'hiver aura raison de ce qu'il reste de votre domaine. L'administration foncière ne te fera aucun cadeau. Tu perdras la ferme. Thibaut s'appuya sur ses avant-bras, croisant ses mains calleuses aux jointures noueuses. Dans son esprit de patriarche pragmatique, il croyait sincèrement offrir une bouée de sauvetage à un naufragé. Écoute la voix de la raison. Je vais racheter cette parcelle enclavée. Je t'en donnerai une fraction de sa valeur réelle, car elle est inexploitable en l'état pour quiconque n'a pas les machines adéquates. Mais cet argent paiera vos taxes foncières. Il vous évitera, à ton frère et à toi, la ruine totale et la honte de la saisie. Prends cet argent, trouve un apprentissage de menuisier ou de mécanicien dans le bourg. Laisse la terre à ceux qui ont les reins assez solides pour en supporter le poids. Les mots frappèrent Matisse comme des coups de marteau sur une enclume. Vendre. Capituler. Céder l'héritage pour une poignée de francs et le confort d'une reddition précoce. Dans le silence suffocant du bureau, la mémoire de son père s'imposa à lui, claire et impérieuse. Il revit les mains noires de terre du défunt, il entendit sa voix profonde résonner dans la fraîcheur de leur grange. La terre du Périgord ne se marchande pas, Matisse. C'est nous qui lui appartenons. On ne vend pas son héritage, on le défend jusqu'au dernier souffle. Le jeune homme redressa les épaules, ses mâchoires se contractant sous l'effort d'une détermination nouvelle. La ferme de mon père n'est pas à vendre, monsieur Thibaut. Pas un seul hectare. Pas un seul caillou. C'est de la folie pure, gronda le vieil homme, frappant le bureau du poing. L'orgueil d'un gamin ne construit pas de pont sur une rivière en crue. Mon père m'a appris que la seule vraie ruine, c'est de renoncer, rétorqua Matisse, l'œil noir inflexible. Gardez votre argent. La récolte sera faite. Sans ajouter un mot, Matisse tourna les talons et sortit du bureau, laissant derrière lui le verdict implacable des anciens. Le fardeau qui pesait sur ses épaules était désormais écrasant, vertigineux, mais il n'était plus fait de tristesse. Il était forgé d'une colère pure et d'une volonté d'acier. Il allait devoir prouver au monde entier, et à ce fleuve rugissant, que les fils du Périgord ne pliaient jamais devant l'impossible. Le chemin du retour vers le domaine en haut des collines sembla infiniment plus long qu'à l'accoutumée. Sous un ciel de plomb qui menaçait de déverser de nouvelles cordes d'eau, Matisse et Léo marchaient en silence. Lorsqu'ils atteignirent enfin la cour de la ferme, Matisse ne se dirigea pas vers la chaleur de la maison. Il marcha droit vers la grande remise en pierre sèche, dont la lourde porte de chêne gémit sur ses gonds forgés à la main. L'air à l'intérieur était dense, presque sacré, imprégné d'un parfum viril et familier. Un mélange indélébile d'huile lourde, de gazole, de graisse cuite et de fer froid. Ce bâtiment n'avait rien d'un cimetière agricole abritant des reliques oubliées. C'était l'arsenal d'un homme qui avait voué sa vie à la terre. Et au centre de cette pénombre respectueuse trônait le chef-d'œuvre de l'industrie paysanne française, le tracteur Société Française de Vierzon, type 302. Il n'y avait pas la moindre toile d'araignée sur ses flancs, ni l'ombre d'une poussière sur son capot vert wagon. Le père des deux garçons avait entretenu cette machine avec la dévotion d'un moine, graissant les roulements et purgeant les filtres jusqu'à la veille de sa mort. Le SFV 302 imposait le respect par sa simple architecture, monumentale et brutale. C'était une bête de somme coulée dans la fonte, dépourvue du moindre artifice. Matisse s'approcha, la main glissant machinalement sur le métal glacé. Il connaissait l'anatomie de ce titan par cœur. Devant lui s'étirait le bloc moteur abritant le colossal monocylindre horizontal, un poumon d'acier conçu pour marteler le sol à chaque explosion, capable d'engloutir les carburants les plus lourds pour en extraire une puissance tellurique. Sur le flanc droit du tracteur, majestueux et nu, se dressait le lourd volant d'inertie. C'était le cœur du système, une masse d'acier massif qu'il fallait vaincre à la seule force des bras pour lancer la mécanique. Mais le regard de l'adolescent fut inexorablement attiré par l'arrière de la machine. Solidement arrimé à la trompette de pont, ancré dans l'épaisseur du châssis, se trouvait un lourd treuil forestier. Son tambour de fonte était enroulé de dizaines de mètres d'un câble d'acier tressé, épais comme le poignet d'un homme, brillant sous une fine couche de graisse protectrice. Soudain, dans le silence de la remise, l'esprit de Matisse s'illumina avec la clarté tranchante d'un éclair. Les paroles dédaigneuses de Thibaut résonnèrent dans sa mémoire, mais elles se fracassaient désormais contre la réalité physique de ce monstre d'ingénierie.
Un pont de bois avait cédé sous la force de l'eau, certes. Mais le Vierzon n'était pas fait de bois. Il n'était pas conçu pour la vitesse ni pour l'élégance, il était l'incarnation absolue du couple, cette force de traction sourde, lente et inarrêtable. Matisse comprit l'équation. Si le courant de la Vézère était une force colossale, le treuil du SFV 302, démultiplié par son réducteur, était une force supérieure. Il n'y avait pas besoin de rebâtir un pont immobile qui défierait le fleuve. Il fallait utiliser l'inertie du tracteur comme ancre et comme moteur pour tirer un ponton mobile, un bac à traille lourdement chargé, d'une rive à l'autre, à travers la fureur de l'eau. Le jeune homme se tourna vers Léo, qui contemplait silencieusement la machine. Les traits de Matisse s'étaient détendus, remplacés par la froide concentration du maître d'œuvre. « Nous n'allons pas construire de pont, Léo, » murmura Matisse, sa voix résonnant avec une assurance inébranlable contre les murs de pierre. « Nous allons arracher cette récolte à la rivière. » Le géant de Vierzon sommeillait dans l'ombre, mais dans les veines du garçon, l'acier appelait déjà l'étincelle. Le rituel de la boule chaude n'était pas une simple manœuvre mécanique, c'était un sacerdoce paysan. Un tracteur semi-diesel de l'envergure du Vierzon ne s'éveillait pas d'un tour de clé capricieux. Il exigeait du feu, de la patience, de la sueur, et le respect absolu d'une procédure transmise de génération en génération. Dans la froideur de cette matinée périgourdine, Matisse se préparait à célébrer cet office. Le garçon s'approcha de l'établi et y saisit la lourde lampe à souder en laiton poli. C'était un objet magnifique et dangereux, l'outil indispensable pour vaincre l'inertie de la machine. Il remplit soigneusement le réservoir de pétrole, revissa le bouchon avec force, puis actionna la petite pompe manuelle pour mettre le fluide sous pression. L'allumette craqua dans la pénombre de la remise. Une flamme jaunâtre hésita une seconde avant de se muer, sous l'effet de la pression, en un dard bleu, furieux et crachant un sifflement aigu. Matisse s'agenouilla devant le nez du tracteur. Il souleva la petite trappe de protection et glissa la buse enflammée de la lampe sous la culasse, frappant directement la calotte d'allumage. La fonte froide réagit immédiatement, transpirant ses vieilles huiles dans des volutes de fumée grise. L'air se satura d'une odeur âcre et primitive de calamine et de graisse brûlée. Il fallait attendre. Attendre que la flamme féroce porte l'épaisse pièce d'acier à incandescence, jusqu'à ce qu'elle arbore la couleur sacrée des forgerons, un rouge cerise profond. C'était la condition absolue pour que le gazole lourd, injecté dans cette chambre brûlante, s'enflamme de lui-même. Pendant que le métal buvait la chaleur, le jeune homme contourna le titan vert. Les gestes de son père guidaient ses mains. Il nettoya minutieusement le nez de l'injecteur avec un chiffon propre, puis s'attaqua au circuit de carburant. Il fallait chasser la moindre bulle d'air. Il saisit le levier de la pompe à main et l'actionna d'un mouvement sec et rythmé. Clac, clac, clac. Il pompa jusqu'à sentir une résistance ferme sous sa paume, la preuve que le sang lourd de la machine irriguait de nouveau ses veines de cuivre. Lorsque la boule chaude diffusa enfin sa lueur rousse dans la pénombre, le véritable défi commença. Matisse monta sur le poste de conduite, retira la goupille de sécurité et souleva le lourd volant de direction hors de sa colonne de direction. Sur un Vierzon, ce cerceau d'acier massif ne servait pas seulement à tourner, il était la manivelle de démarrage. Il sauta à terre et rejoignit le flanc droit du tracteur. Il encastra fermement le moyeu du volant dans l'écran prévu à cet effet sur le gigantesque volant d'inertie latérale. À 12 ans, Léo recula d'un pas, retenant son souffle. C'était l'instant de vérité, et l'exercice le plus périlleux. Une hésitation, un retour de compression inattendu, et le volant pouvait se transformer en une masse fracassant les os et brisant les bras. Matisse, du haut de ses 15 ans, prit une profonde inspiration, gonflant ses poumons de l'air chaud de la remise. Ses mains calleuses se refermèrent sur l'acier froid. Il commença par imprimer un mouvement de balancier au lourd volant d'inertie, d'avant en arrière, luttant contre la résistance phénoménale de l'énorme piston. Il cherchait le point de bascule, le sommet de la compression. La tension musculaire du garçon atteignit son paroxysme, le tissu de sa veste trop grande se tendant sur ses jeunes épaules. Il sentit le mur de la compression. C'était maintenant ou jamais. Dans un rugissement muet, Matisse s'arc-bouta et jeta l'intégralité de son poids corporel vers le bas tout en tirant furieusement sur ses reins pour passer le point critique. Un lourd soupir pneumatique s'échappa de la cheminée. Le volant lui fut violemment arraché des mains par la force de l'explosion, et le garçon se jeta en arrière par instinct de survie. Un silence lourd d'une seconde étouffa la pièce. Puis, le miracle de l'ingénierie retentit. Boum! La détonation initiale fit trembler la poussière centenaire des poutres. Boum! 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 Le monocylindre s'emballa, d'abord chaotique, avant de trouver sa cadence majestueuse, caverneuse, tellurique.
Le célèbre martèlement du SFV 302 ébranla le sol même de la ferme, expulsant de parfaits anneaux de fumée noire par sa longue cheminée d'échappement verticale. La terre tremblait, le métal vibrait. Léo esquissa un large sourire, les yeux brillants d'admiration. Mathis, le souffle court, le front perlé d'une sueur de triomphe, avança la main et la posa avec fermeté sur la tôle palpitante du capot. L'âme du père ne s'était pas éteinte. Elle venait de renaître dans le vacarme tonitruant de l'acier. L'enfant était devenu le maître de la machine. Le vacarme régulier du Vierzon, laissé au ralenti pour maintenir sa température, rythma les 3 jours qui suivirent comme le battement d'un grand cœur de fonte. La cour de la ferme, jadis silencieuse, se transforma en un véritable arsenal de génie civil. Mathis et Léo, les traits tirés par le manque de sommeil et les mains noircies par la graisse ancienne, fouillèrent les moindres recoins de la grange. Ils en extirpèrent les trésors bruts du débardage forestier, de lourds madriers de chêne séchés par les décennies, des poulies de fer massif pesant chacune le poids d'un jeune veau, et des rouleaux de câbles d'acier tressés, rigides et piquetés d'une rouille superficielle, mais dont l'âme demeurait indestructible. La nuit, à la lueur blafarde d'une tempête, Mathis se métamorphosait en ingénieur. Sur l'envers d'une vieille porte de grange, armée d'un morceau de craie grasse, il traçait des schémas rudimentaires mais d'une logique implacable. Le garçon calculait en silence. Il évaluait la force de traction du treuil du SFV 302, étudiait les angles de démultiplication offerts par un système de palans, et jaugeait la tension de rupture des câbles face à la force colossale et imprévisible du courant de la Vézère. Il ne s'agissait pas de mathématiques abstraites apprises sur les bancs de l'école communale. C'était l'intelligence viscérale de la Terre, la géométrie brutale de la survie, une science paysanne dictée par la nécessité d'avancer. L'exécution de ce plan de sauvetage fut un calvaire physique qui aurait brisé bien des hommes dans la force de l'âge. Sous une bruine glaciale qui pénétrait les fibres des vêtements, les 2 frères traînèrent les câbles d'acier à travers les champs boueux. Chaque mètre gagné exigeait une lutte acharnée contre la rigidité coupante du métal. Léo, malgré ses 12 ans et sa frêle stature, déploya une énergie féroce et silencieuse. Il ne se plaignait jamais. Il devançait les besoins de son aîné, calant les rondins de soutènement sous les charges trop lourdes, maniant le lourd marteau de forgeron pour enfoncer les broches d'acier, ses bottes englouties jusqu'aux chevilles dans un limon lourd et collant. Dans l'adversité muette de ce chantier de boue et de froid, une confrérie indéfectible se cimenta entre les 2 garçons, forgés dans l'effort extrême et le refus de la défaite. L'ancrage du système reposait sur les sentinelles immobiles du domaine, 2 chênes tricentenaires dont les racines noueuses s'enfonçaient profondément dans la berge rocheuse de leur côté de la rivière. Mathis enroula les câbles mètres autour de ces troncs majestueux, prenant soin d'intercaler d'épaisses cales de bois debout pour ne pas meurtrir l'écorce vivante. Ces arbres immenses, qui avaient vu naître leur grand-père, devenaient le point de résistance absolue du mécanisme. Les gigantesques poulies de renvoi furent solidement arrimées, leurs axes copieusement graissés à l'excès, et le câble de traction fut enfin déroulé et verrouillé sur le tambour du treuil du tracteur. Au crépuscule du 3e jour, l'architecture de fer, de bois et de cordage dominait la rive. Ce n'était pas l'œuvre de 2 enfants jouant dans la boue, mais le chef-d'œuvre de 2 hommes dressés face à l'abîme, prêts à dicter leur loi à la fureur des eaux. L'aube du 4e jour se leva, poisseuse et grise, jetant une lumière blafarde sur le courant tumultueux de la Vézère. L'architecture d'acier et de câbles était en place sur leurs rives, mais l'essentiel restait à accomplir, relier la terre nourricière à la machine salvatrice. Mathis et Léo durent s'en remettre à une vieille barque à fond plat, une coque vermoulue utilisée autrefois pour la pêche aux écrevisses. Armés de rames lourdes et de gaffes en frêne, les 2 frères se lancèrent dans le torrent. La traversée fut un combat d'une violence inouïe. La barque tanguait violemment, menaçant de chavirer à chaque remous, frappée de plein fouet par les flots bourbeux et les troncs arrachés par la crue. Léo écopait frénétiquement avec un seau rouillé tandis que Mathis luttait contre la force titanesque de l'eau, tirant sur les avirons jusqu'à en avoir les muscles du dos en feu. Lorsqu'ils percutèrent enfin la berge de la Noiret, ils s'écroulèrent dans la boue, le souffle court, les mains ensanglantées par les échardes des rames. Il n'y eut pas de répit. L'ancrage de la ligne de rappel sur les arbres de l'autre rive fut expédié avec une hâte nerveuse, et le travail le plus harassant commença. La Noiret, autrefois sanctuaire silencieux, devint un bagne à ciel ouvert. Pour construire le ponton, ils abattirent plusieurs arbres morts de la lisière, équarrirent les grumes à la hachette et les lièrent entre elles avec des cordages épais pour former un radeau lourd et rudimentaire, ancré temporairement au bord de la berge immergée. Puis, la récolte commença. Oubliant les machines secoueuses et les tracteurs enjambeurs inaccessibles, les garçons renouèrent avec la méthode ancestrale, la plus rude. Armés de grandes gaules de noisetiers, ils frappèrent inlassablement les hautes branches. Sous cette pluie de coups secs, les noix, lourdes de leur bogue verte et juteuse, s'écrasaient sur l'herbe mouillée dans un bruit mat. Il fallait ensuite se baisser. Ramasser.
sac après sac de jute brute. De l'aube jusqu'au crépuscule, pliés en deux sous un ciel bas, ils ne cessèrent de ramasser les noix du Périgord. Le froid engourdissait leurs doigts écorchés par le brou-vert, cette pellicule acide et coriace qui enveloppait les coques. L'acide noircissait leur peau de manière indélébile, une brûlure lente et permanente. Leurs reins hurlaient sous le poids répétitif, leurs muscles tétanisés par l'effort continu, mais une rage silencieuse, presque fanatique, les maintenait debout. Ils ne travaillaient pas pour de l'argent, ils luttaient pour leur survie et la mémoire de leur terre. Lorsque l'ombre de la nuit commença à noyer la vallée, le radeau de fortune fut chargé de dizaines de sacs, un monticule compact et extraordinairement lourd. La plateforme de bois improvisée s'enfonçait dangereusement dans l'eau noire, l'eau léchant les premières toiles de jute. La charge était écrasante, décuplée par le poids mort de la structure de rondins. Le ponton était prêt. Les garçons, épuisés, couverts de boue et sentant la sueur froide, regagnèrent leur rive originelle à la lueur d'une lanterne tremblotante. Mathis grimpa sur le lourd tracteur endormi. Il fixa le treuil. Le véritable test, celui qui validerait ou détruirait leur héritage, approchait. L'eau rugissait derrière eux, défiant la force brute du Vierzon. Le grondement sourd du Vierzon n'avait pas seulement fait trembler les murs de la ferme, il avait voyagé au gré du vent froid, s'engouffrant dans les combes et les vallons boisés. Le monde paysan possède une ouïe infaillible, aiguisée par les décennies. Sur la crête boueuse surplombant la Vézère, des silhouettes sombres apparurent une à une, attirées par le vacarme de l'acier et l'écho de l'effort. Monsieur Thibault, flanqué de trois anciens du canton au visage raviné par les hivers, se tenait là, immobile, le col de sa lourde veste de drap remonté contre la bise. Ils étaient venus assister à l'effondrement inévitable, convaincus que l'entêtement orgueilleux d'un gamin de 15 ans allait s'achever dans le fracas du métal déchiré et la perte définitive d'une récolte engloutie par le fleuve. Mathis ne leur accorda pas le moindre regard. Perché sur le siège en tôle embouti de la machine, les mains agrippées aux commandes glacées, il n'était plus un orphelin en sursis. Il faisait corps avec le monstre de fonte. Léo, posté sur la berge, leva le bras pour signaler que les amarres provisoires du radeau étaient larguées. D'un geste sec et déterminé, Mathis empoigna le lourd levier du crabeau et enclencha le treuil. Le mécanisme de prise de force s'engagea avec un claquement métallique brutal, un bruit de mâchoires d'acier se refermant sur leur proie. Le câble, jusque-là noyé dans les eaux troubles, jaillit brusquement de la surface. Il se tendit d'un coup sec, vibrant comme la corde d'un arc titanesque sous une tension extrême, projetant une gerbe d'écume brune. À l'autre bout de la ligne, le lourd ponton de rondins, écrasé sous des dizaines de sacs de jute gorgés de noix humides, accusa le choc. Immédiatement, le courant féroce de la rivière frappa l'étrave improvisée, tentant d'arracher le radeau, de le tordre et de l'entraîner vers le fond. Le tracteur encaissa la violence de l'impact physique. Le gigantesque monocylindre, heurté de plein fouet par la résistance colossale du torrent conjuguée au poids mort de la charge, sembla s'étouffer. Le régime chuta de manière vertigineuse, menaçant de caler à chaque tour d'arbre. Boum, boum, boum. Le rythme majestueux du moteur se transforma en une agonie sourde, presque douloureuse. L'avant de la machine se cabra légèrement, soulevé par la tension du treuil, tandis que les immenses pneus arrière, armés de leurs profonds crampons en chevron, s'enfoncèrent impitoyablement dans la glaise de la berge pour y chercher une adhérence absolue, jusqu'à la roche-mère. Une épaisse colonne d'une fumée noire et grasse jaillit violemment de la cheminée d'échappement, masquant le ciel gris de la vallée. C'est dans ces secondes suspendues au bord de la rupture que le véritable génie mécanique de l'adolescent éclata aux yeux des anciens. Loin de céder à la panique ou de brusquer la mécanique, Mathis fit preuve d'une maîtrise d'une froideur saisissante. D'une main ferme, il géra la manette des gaz, ajustant le flux de gazole épais avec une précision millimétrée, et joua de la pédale d'embrayage avec la sensibilité d'un horloger. Il savait intimement que le secret du SFV 302 ne résidait pas dans la vitesse, mais dans la brutalité aveugle de son couple, cette force d'arrachement lente, profonde et inépuisable. Il fallait laisser le tracteur respirer, le laisser creuser, le laisser vaincre. Le câble grinça lugubrement, l'acier crissant contre l'acier des poulies sous des tonnes de traction, mais il tint bon. Le grand tambour de fonte tourna. Millimètre par millimètre, puis mètre par mètre, dans une lenteur triomphale, le bac à traille fendit le torrent furieux. Les flots boueux se brisaient sur les premiers sacs sans pouvoir faire dévier la trajectoire imposée par la machine. Dans un dernier effort tellurique, le tracteur haletant tracta la lourde structure hors des eaux rugissantes. Le radeau heurta lourdement la berge salvatrice avec un bruit mat de bois écrasé contre la pierre, soulevant un nuage d'eau et de vase. Léo se jeta immédiatement en avant, enfonçant de lourdes broches de fer dans le sol pour amarrer définitivement la cargaison avec de grosses chaînes. Mathis ramena lentement la manette des gaz au ralenti, désengagea le treuil, et relâcha la tension.
Le Vierzon reprit aussitôt son souffle régulier et paisible, fumant doucement dans l'air froid, triomphant. Sur la crête, les anciens restèrent figés. Le silence qui s'abattit sur le groupe d'hommes, par-delà le bouillonnement continu de la Vézère, était celui d'un respect total et silencieux. Thibaut regarda longuement les dizaines de sacs de noix sauvés des eaux, puis leva les yeux vers le garçon aux mains noires de graisse, toujours perché sur le siège de son tracteur. Le verdict était tombé, implacable, la terre avait reconnu son nouveau maître. La récolte avait été arrachée à la mort. Vendue au cours le plus haut sur les tréteaux de la coopérative, les noix avaient sauvé le domaine. Les taxes foncières étaient réglées jusqu'au dernier centime, et le spectre implacable de la ruine s'était dissipé. L'hiver s'abattit ensuite sur le Périgord noir, gelant la boue des chemins et figeant les rives de la Vézère sous une fine pellicule de glace. Le froid s'insinuait partout, féroce et silencieux, imposant à la nature le repos forcé des mois obscurs. Un matin de janvier, alors que le givre blanchissait les tuiles romanes de la ferme, le crissement lourd de pneus sur le gravier gelé brisa le silence. Une camionnette utilitaire s'immobilisa dans la cour. Monsieur Thibaut en descendit. Il marchait d'un pas lent, le souffle se condensant dans l'air glacial. Il ne portait pas sa lourde serviette de cuir sombre, celle qui renfermait d'ordinaire les actes de rachat et les sentences d'expropriation. Il tenait entre ses mains larges un objet plat, soigneusement enveloppé dans du papier craft huilé. Mathis se trouvait dans la pénombre de la remise, les mains plongées dans les entrailles du Vierzon, procédant au minutieux entretien d'hivernage de la bête. En voyant le grand patriarche franchir le seuil, le jeune homme se redressa. Il essuya ses doigts sur un chiffon de chanvre, le regard fixe, les muscles tendus, prêt à reprendre le combat qu'il croyait inachevé. Mais le visage de Thibaut n'affichait plus la condescendance hautaine et pragmatique de l'automne. Il s'avança jusqu'à l'établi massif et y déposa délicatement son paquet. D'un geste mesuré, il écarta le papier protecteur. La lumière blafarde qui filtrait par la lucarne accrocha soudain l'éclat chaud et noble d'un anneau de métal parfait. C'était un joint de culasse en cuivre massif, une pièce d'origine, neuve de stock ancien, forgée spécifiquement pour sceller le cœur colossal du grand monocylindre du type 302. Ton père m'avait demandé de lui trouver ça il y a 2 ans, commença Thibaut d'une voix grave qui résonnait dans le silence de pierre de la bâtisse. C'est une pièce devenue introuvable aujourd'hui. Il faut connaître les vieux ferrailleurs du centre de la France pour en dénicher une qui n'ait pas été fondue ou écrasée. Le vieil homme posa sa main calleuse sur le bois de l'établi, tout près du cuivre étincelant. Ses yeux, d'ordinaire si durs et scrutateurs, rencontrèrent ceux de Mathis avec une humilité inattendue. J'avais tort, Mathis. Profondément et honteusement tort. Je suis venu dans cette cour en croyant trouver un enfant brisé par le poids du deuil, et j'y ai vu se dresser un véritable paysan. Tu as la mécanique dans le sang et la vérité de cette terre dans les tripes. Tu as sauvé ton domaine avec la seule force de tes bras et l'intelligence de cette machine. L'orgueil était de mon côté, pas du tien. Thibaut laissa glisser son regard sur l'imposant capot vert du tracteur, qui semblait écouter la conversation des hommes. Avant de présider la coopérative et de manipuler des chiffres, j'ai passé 20 ans les mains dans le cambouis, à réparer et à sauver des monstres comme celui-ci. Je connais les secrets intimes de ces moteurs à boules chaudes, leurs caprices redoutables, la façon de régler l'avance à l'injection ou de caler la pompe sans détruire le cylindre. Ton père connaissait la terre comme personne, mais il n'avait pas eu le temps de t'enseigner toute l'exigence de la mécanique lourde. Il fit un pas vers le jeune homme. Sa silhouette imposante ne portait plus la menace, mais l'austère gravité d'une transmission sacrée. Ce joint de culasse est à toi. Mais une telle pièce ne se monte pas au hasard. Si tu le permets, je t'apprendrai. Je t'apprendrai à l'installer, à jauger la compression, à écouter le battement de ce moteur pour qu'il tourne encore quand tu auras mon âge et les cheveux gris. Non pas comme une charité envers un orphelin, mais parce qu'un homme qui s'est dompté un tel fleuve mérite qu'on lui transmette le savoir des anciens. Dans la remise glaciale, au-dessus du cuivre immaculé et de la fonte endormie, l'ancien rapport de force venait de s'effondrer. Le juge impitoyable s'était tu pour laisser place au mentor. Mathis hocha lentement la tête, scellant dans un silence viril ce nouveau pacte, un pacte de fer bâti sur le respect absolu de la sueur, du cambouis et de l'honneur retrouvé. Les décennies glissèrent sur les falaises calcaires de la vallée de la Vézère avec la lenteur inexorable d'un soc de charrue labourant une terre grasse. En l'espace de 20 ans, le temps avait sculpté les corps et forgé les âmes. Les 2 garçons orphelins aux vestes trop grandes s'étaient mués en seigneurs de la glaise, des hommes aux épaules massives et au regard d'airain. Mathis et Léo ne se contentèrent pas de survivre à cet automne de 1976, ils conquirent. Avec la rigueur d'une armée en marche, ils annexèrent les parcelles limitrophes, rachetant les coteaux escarpés et les combes difficiles que les agriculteurs plus pressés jugeaient trop ingrates.
Chaque nouvel hectare fut acquis selon la loi stricte qu'il s'était dictée dans la boue de la rivière. Aucune créance bancaire, aucune concession. Tout fut payé comptant, liasse, par le fruit exclusif de leur sueur et de la vente de leurs noix. Ils devinrent les maîtres absolus de la topographie complexe du Périgord, sachant lire les pentes, anticiper les ravines et exploiter la moindre terrasse calcaire avec une précision géométrique. Dans cette ascension silencieuse et implacable, M. Thibault devint bien plus qu'un allié de circonstance, il fut la boussole de leur rectitude. Au fil des hivers, la silhouette du vieux président s'alourdit et ses cheveux prirent la couleur du givre, mais sa présence dans la grande remise en pierre des garçons devint une institution. Il leur transmit la science intime des sols, la gestion méticuleuse de l'humus et la rotation des cultures forestières. Mais son véritable legs se fit les mains dans l'huile lourde. Sous la lumière crue de la baladeuse, penché sur l'établi, Thibault fit de Matisse un orfèvre de la mécanique lourde. Il lui enseigna la haute précision des moteurs diesel, le tarage millimétré des injecteurs, le fraisage des pièces d'usure et la géométrie des pompes à combustible. Entre ces trois hommes, de deux générations différentes, il n'y avait ni effusion ni grand discours. Leur confrérie n'avait que faire des mots. Leur affection profonde, ce lien indestructible de père et de fils spirituel, se mesurait à l'odeur persistante du cambouis sur leurs mains, à la justesse d'un outil tendu avant même d'être demandé, et au silence complice qu'ils partageaient en contemplant le soleil se lever sur leurs arpents parfaitement entretenus. Et au cœur de cet empire de terre et de fer, le Vierzon type 302 n'avait jamais été relégué au statut de relique. Bien que le domaine ait fini par s'équiper de tracteurs plus légers et plus agiles pour les travaux de surface, le vieux monstre de fonte demeurait le souverain incontesté des tâches titanesques. Pour le débardage des plus gros chênes, pour l'arrachage des souches récalcitrantes, pour les labours les plus profonds, c'était toujours vers lui que les hommes se tournaient. Son monocylindre continuait de marteler l'air du Périgord, un battement de cœur majestueux et régulier qui rappelait à la vallée entière que sur cette terre, la force véritable ne s'achète pas, elle s'hérite et s'entretient. L'automne 2006 drapait de nouveau la vallée de la Vézère de ses brumes dorées et froides. 30 années exactes s'étaient écoulées depuis la grande crue qui avait failli engloutir leur avenir. Matisse, désormais âgé de 45 ans, portait sur son visage buriné les stigmates fiers d'une vie de labeur ininterrompue. Ses mains, larges, épaisses et marquées par le travail de la terre, étaient celles d'un homme qui avait sculpté son propre destin à même la roche. Léo orchestrait aujourd'hui l'imposante logistique de leur domaine, devenue l'une des exploitations de noix les plus prospères et respectées de tout le Périgord. Mais l'âme véritable de cette dynastie paysanne ne résidait ni dans les bilans comptables, ni dans les immenses hangars métalliques abritant les flottes de tracteurs modernes et aseptisés. Elle reposait toujours, intacte et vénérée, dans la fraîcheur solennelle de la vieille remise en pierre. Là trônait le majestueux Société française de Vierzon, type 302. En ce petit matin gris, Matisse se tenait devant le géant de fonte, accompagné d'un jeune garçon au regard grave. C'était le fils aîné de Léo, tout juste âgé de 13 ans, l'âge où l'insouciance de l'enfance commence à s'effacer pour laisser poindre le poids des futures responsabilités. Le silence religieux de la grange n'était troublé que par le sifflement aigu de la lourde lampe à souder en laiton. La flamme bleue et furieuse chauffait l'épaisse calotte du monocylindre. Matisse guidait les mains de son neveu, lui enseignant les gestes ancestraux avec la rigueur d'un maître forgeron, ajustant la pression de la pompe manuelle, écoutant le souffle du métal qui virait lentement au rouge cerise. L'héritage, vois-tu, ce n'est pas un titre de propriété rangé dans le tiroir d'un notaire, murmura Matisse de sa voix grave, les yeux rivés sur l'incandescence du fer. Le vrai patrimoine d'une lignée, ce n'est pas la terre que l'on possède. C'est la force morale que l'on est capable de soulever quand tout s'effondre autour de soi. Il posa sa main usée sur l'épaule du garçon et pointa du doigt le massif volant d'inertie latérale du tracteur. Il y a 30 ans, des hommes d'expérience, des hommes qui savaient tout, nous ont dit de fuir. De vendre cette terre pour une bouchée de pain et de baisser les bras face à une rivière en colère parce que nous n'étions que des enfants. Le véritable legs de ton grand-père, ce fut le courage de refuser ce verdict. Ce fut la force de saisir ce cerceau d'acier glacé et de le faire tourner alors que la raison et le monde entier nous condamnaient à la défaite. Sous le regard exigeant et fier de son oncle, le jeune garçon emboîta le volant de direction sur l'axe latéral. Il prit une profonde inspiration, s'arc-bouta, et jeta tout le poids de sa jeunesse dans la bascule. La monumentale compression du monocylindre résista, farouche, puis céda d'un coup sec sous l'effort de l'enfant. Un lourd soupir pneumatique s'échappa de l'échappement, suivi d'une détonation assourdissante. Boum, boum, boum. Le cœur de fonte reprenait vie dans un vacarme majestueux, faisant trembler la poussière des poutres séculaires et chassant l'air froid de la remise. Le sourire victorieux qui illumina alors le visage du garçon, les mains noires de cambouis, valait toutes les moissons du monde. Le cycle était intact. La lignée était sauve.
L'acier du Périgord ne rouillerait jamais. Si ce récit de terre, de fer et de volonté a fait résonner en vous l'écho d'un combat oublié ou d'une épreuve surmontée, ne laissez pas la mémoire de notre patrimoine paysan s'éteindre dans le silence. Abonnez-vous dès aujourd'hui à cette chaîne pour continuer à faire vivre ces histoires d'hommes et de machines qui ont forgé notre histoire. Prenez la parole dans l'espace des commentaires. Quel a été le fardeau le plus lourd, la tâche la plus impossible que l'on vous ait imposée dans votre jeunesse, alors que le monde vous jugeait trop frêle ou trop inexpérimenté pour en supporter le poids? Partagez votre témoignage. Envoyez cette vidéo à ceux de vos proches qui affrontent la tempête et qui ont besoin de se rappeler que face au courant le plus violent, il suffit parfois d'une étincelle de courage pour lancer la machine et renverser le destin. Le fleuve grondera toujours, mais la volonté des hommes demeure inébranlable. Merci de votre présence fidèle, et à très bientôt pour une nouvelle page de notre héritage.